Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Optimize. Alors, avant que je ne commence à parler, la première chose, est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous m'entendez bien dans le chat qui se situe en bas à droite de votre écran normalement? Je vais mettre un petit mot. Super. Bonjour Laurane. Super. Mais du coup, bienvenue à tous et à toutes. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, c'est un petit webinaire en compagnie de la Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale, qui est représentée par Anil Adisseam, qui est délégué adjoint à la Fondation, délégué général adjoint à la Fondation, pardon, et qui sera accompagné du fondateur SEO d'Optimize, Kenneth Bérard, qui a fondé Optimize il y a un peu plus de 12 ans. Donc voilà, avant que je passe la parole à Kenneth pour modérer la discussion, j'ai un petit sondage pour les participants aujourd'hui. Normalement, vous devriez le voir à votre gauche, enfin à gauche du chat, et vous devrez pouvoir y répondre. Donc, le sondage étant de savoir un peu du coup qui est présent avec nous aujourd'hui en termes de gestion d'appel à projet. Est-ce que vous utilisez déjà un outil spécialisé? Donc, est-ce que vous êtes déjà familier avec l'utilisation d'un outil comme Optimize ou est-ce que vous êtes plutôt, entre guillemets, novice en la matière et l'objectif aujourd'hui est d'en apprendre davantage sur l'utilisation d'un tel outil spécialisé? Donc voilà, je le poste là, il n'y a pas d'urgence pour y répondre. Mais indiquez-moi juste si vous le voyez bien, parce que si vous ne le voyez pas, évidemment, on n'aura pas de réponse. Voilà. Et alors, dernière petite chose, avant de se lancer dans le cœur du sujet, pour toute question, je vous invite à les poster dans le chat au fur et à mesure. On aura une session de plus ou moins 10 à 15 minutes de questions-réponses une fois que Kenneth et Annie auront un peu entamé leur discussion sur la gestion des appels à projets et des projets de mécénat de manière générale à la Fondation d'entreprise. Et voilà, je propose de te passer la parole, Kenneth. Merci Lucie, merci beaucoup. Merci Anil de te joindre au jeu aujourd'hui. La première question, elle concerne l'activité de la Fondation. Est-ce que tu pouvais nous présenter un peu en quelques minutes quelles sont vos activités, ce que vous faites au niveau de la Fondation? Très bien, merci Kenneth, merci Lucie. Bonjour à tout le monde. Eh bien, la Fondation AG2R Mondiale existe depuis 2004. Nous avons fêté nos 20 ans il y a 2 jours. Wow. Il y a 2 jours, donc ça fait 20 Bravo. ans. Merci pour la Fondation. Et nous avons, pour cette mandature, donc 2020-2025, c'est la mandature actuelle de cette Fondation, nous avons 4 orientations prioritaires: éducation, jeunesse, travail et santé. Et notre raison d'être, c'est promouvoir l'autonomie. Donc l'autonomie par l'éducation, l'autonomie et engagement de la jeunesse, l'autonomie par le travail et l'autonomie par la santé. Et nous avons un budget de 7,9 millions d'euros pour 6 ans, ça fait 1,3 million d'euros par an. Qu'est-ce que nous faisons? Nous finançons soit des projets pluriannuels, c'est le cas de l'éducation et la santé, soit des projets en one-shot, à travers des formulaires justement que nous utilisons via l'outil Optimize. Je m'arrête là peut-être, Kenneth, au niveau de la présentation de la Fondation. Moi, j'ai une question qui suit, c'est quand je vois le type d'activité que vous faites au niveau de la Fondation, à quel point selon toi, ces activités sont intégrées avec la mission globale de l'entreprise? Donc, je veux dire, ce que je veux dire par là, pour éclaircir ma question, c'est est-ce que c'est vraiment intégré ou est-ce que vous êtes fort indépendant ou est-ce que justement le type de projet que vous lancez est vraiment en lien avec l'activité principale de l'organisation et intégré dans les activités de l'organisation? Alors, bonne question, Kenneth. Il faut savoir que donc AG2R La Mondiale, le groupe AG2R Mondiale, existe
pour le côté AG2R depuis 1951 et côté La Mondiale depuis 1904. Et on a fusionné en 2005 pour donner AG2R La Mondiale. Nous avons plusieurs métiers. La retraite complémentaire, la prévoyance, l'épargne patrimoniale et la santé. Donc, c'est des métiers, bien entendu, nous faisons du business sur la partie, ce qu'on appelle concurrentielle, épargne, prévoyance, et sur la partie retraite complémentaire. Donc là, ce n'est pas concurrentiel, c'est ce qu'on appelle le non concurrentiel. Donc, c'est le régime de base, régime complémentaire de la retraite complémentaire. Donc, c'est des métiers qui vont travailler surtout pour faire générer les cotisations. Donc, il y a une partie business donc pour faire rentrer de l'argent. Et donc, par rapport à tout ça, le groupe a voulu promouvoir sa raison d'être, donc au niveau de notre engagement sociétal, promouvoir le bien vivre ensemble. À travers cette raison d'être du bien vivre ensemble, la Fondation a été créée en 2004 pour tourner autour de ces actions. Et donc là, on a vraiment séparé business et fondation, notre engagement sociétal. Et on s'est lancé sur vraiment la solidarité, sur l'éducation et sur la jeunesse au départ. Et donc, petit à petit, avec la nouvelle mandature, on s'est dit, comme tu me l'as demandé, Kenneth, qu'est-ce qu'on peut avoir comme lien avec les métiers d'AG2R Mondial? Et donc, c'est là, on s'est dit, on fait de la santé. On fait de la santé, mais là, c'est la mutuelle au niveau de la santé. On s'est dit, ça serait bien qu'on engage des actions autour de la santé pour des personnes éloignées de la santé, des personnes éloignées, surtout dans les milieux ruraux ou dans les milieux défavorisés, ils n'ont pas accès à la santé. Donc, on s'est dit, ça serait bien de financer des associations qui proposent ce type d'action pour que ces personnes vulnérables puissent avoir accès aux soins gratuitement à travers les associations. Donc, on va financer des associations qui vont avoir un bus qui va se déplacer dans les villages pour apporter avec une infirmière, parfois des médecins volontaires, l'accès à la santé gratuitement pour ces personnes éloignées justement des médecins. Donc voilà, c'est ce type d'action qu'on a mené en lien avec nos métiers. Mais c'est uniquement la santé. Ok, donc il y a un lien qui est créé. Et ça m'amène à une question suivante que je me pose beaucoup quand je parle avec les entreprises aujourd'hui. Est-ce que vous faites levier entre différentes activités? Est-ce que, par exemple, je suppose que vous avez certaines expertises dans vos champs d'action, des collègues qui ont de l'expertise dans ces champs d'action. Est-ce que vous alignez, par exemple, vos activités d'argent que vous donnez avec des activités de volontariat, par exemple, ou même de matériel que vous donnez ou que vous donneriez, et donc vraiment créer des leviers et un alignement autour d'un axe où chacun peut amener quelque chose, que ce soit un collègue ou que ce soit la fondation qui amène de l'argent, pour essayer de créer l'impact qui est le plus important. Alors, il faut savoir que AG2R Mondial, c'est 15 000 collaborateurs sur toute la France. Ouais. Et on a aussi une entité au Luxembourg. 15 000 collaborateurs répartis sur 10 grandes régions, mais les régions qui correspondent à notre activité professionnelle. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est mobiliser nos collaborateurs, donc pour toujours promouvoir notre engagement sociétal. Ouais. On a créé ce qu'on appelle des missions de correspondants. Donc, ce sont des salariés qui vont participer à des actions au niveau de la fondation. Donc, c'est vraiment une mission qu'on leur confie bénévolement. Donc, c'est vraiment la différence entre le mécénat de compétences. C'est du bénévolat. Ces correspondants, aujourd'hui, nous en avons 85 qui sont répartis sur tous nos territoires, y compris les territoires ultramarins. Donc, nous avons dans les 7 territoires ultramarins des collaborateurs qui sont correspondants de la fondation. Ce sont des salariés donc, de l'entreprise. Moi-même, j'étais pendant 12 années correspondant avant de travailler à plein temps depuis 1 an et demi au sein de la fondation. Et tout ça, toujours avec cette idée de promouvoir notre engagement sociétal. Créer ce lien au niveau de notre groupe, mobiliser les collaborateurs. Et donc, on engage aussi des actions au niveau des collaborateurs, des actions RSE. On va faire des collectes.
On a organisé l'année dernière le Tour solidaire. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, récemment, il y a eu le prix de l'Argus. Ouais. On a participé au prix de l'Argus et on a eu le premier prix de l'Argus autour des actions de mobilisation des collaborateurs pour notre action du Tour solidaire. Alors, Tour solidaire, qu'est-ce que c'est? C'était l'année dernière qu'on a organisé cette action. On demande à nos collaborateurs, nos 15 000 collaborateurs, y compris les territoires ultramarins, soit de marcher, soit de courir, soit de faire du vélo et de faire un maximum de distance. Et à travers ça, donc, chaque kilomètre parcouru correspond à 1 euro. Et on a distribué cet argent à nos associations partenaires de la Fondation sur nos 10 régions. On a identifié sur chaque région une association et on a financé cette action. En fait, on a financé l'association. Et donc, on a engagé, donc on a mené ce type d'action pour mobiliser l'ensemble de nos collaborateurs. Ok. Et les associations, en fait, ce sont les mêmes associations qui peuvent être supportées par la Fondation Exactement. via un autre canal. Ok. Exactement. Donc la Fondation, c'est pas juste quelques personnes qui sont là dans un coin et qui opèrent de leur côté. C'est vraiment quelque chose qui est intégré dans la culture de l'entreprise, dans le développement de l'entreprise, le développement des personnes, des individus, des collègues, etc. aujourd'hui. Ouais. Complètement. Donc, on a, donc, comme toute fondation, on a un conseil d'administration où on a nos dirigeants, donc notre directeur général et directeur général adjoint qui font partie de ce conseil d'administration. On a ce qu'on appelle des personnalités qualifiées. Ce sont des experts en éducation, travail, santé et jeunesse. Et très récemment, à notre dernier conseil, on l'a rappelé, c'est une fondation d'entreprise. Oui. Donc, c'est bien ça. Et donc, il faut qu'on fasse vivre aussi cette fondation au sein de l'entreprise. D'où ces actions de mobilisation avec nos collaborateurs, d'où ces missions pour les salariés qui deviennent correspondants de la fondation. Et sur base de ton expérience, mais comme tu disais, tu es à la fondation depuis 1 an et demi, donc tu n'as peut-être pas le recul sur cette question-là, mais est-ce que tu vois une progression dans cette mission? Si on compare par exemple au mandat précédent, est-ce que tu vois que cette intégration fait vraiment avance? C'est quelque chose qui, c'est une tendance qui… Alors, c'est vrai que je suis à plein temps depuis 1 an et demi, mais ça faisait 12 années que j'étais correspondant de la Fondation. Ouais. Où j'ai même participé à des jurys, à des comités de sélection de projets. Donc, je connaissais déjà bien le fonctionnement de la Fondation. Donc, j'ai participé à la précédente mandature. Oui, il y a une vraie évolution, sachant qu'on avait déjà Optimeye depuis 2014. Ouais. Nous utilisons l'outil Optimeye, donc ça fait quand même 10 ans. On fête les 10 ans avec Optimeye. Et oui, il y a une vraie évolution, même au sein de l'entreprise. À l'époque, quand j'étais correspondant au tout début, on était une trentaine de correspondants. Aujourd'hui, on est 85. Ouais. Parce qu'à travers ces actions de mobilisation, avec notre nouvelle direction générale, on veut faire connaître la Fondation au sein de l'entreprise. Il y a 10 ans, c'était très peu connu, la Fondation au niveau du groupe. C'était, je dirais, même méconnu. Parmi les salariés, il y avait à peine 10% de nos salariés qui étaient au courant de la Fondation. Là, on a fait une vraie ouverture, il y a eu un vrai changement depuis 3 années seulement. On communique énormément en interne et à la fois en externe à travers les réseaux sociaux professionnels. Ok, super. C'est des belles réussites, des beaux achievements. Au niveau des appels à projets, comment vous faites? Est-ce que vous cherchez et si oui, comment vous faites pour vous assurer que vous supportez les associations de manière un peu dans tout le territoire, que vous n'êtes pas juste concentré par exemple sur le nord ou le sud et pas le centre du pays? Comment vous faites fonctionner vos appels à projets et comment vous vous assurez si c'est votre souhait, de couvrir tout le territoire? Alors justement, on s'appuie sur nos correspondants. Donc c'est une richesse inouïe puisqu'on est implanté sur tous les territoires et donc je disais sur les territoires ultramarins. Lorsqu'on lance un appel à projet, une fois que l'appel à projet a été construit avec nos experts du conseil d'administration, typiquement, je vais prendre l'exemple de l'éducation, on a un expert qu'on appelle un chef de file. C'est un inspecteur
général de l'éducation. Il y en a 16. Il y en a Ok. 16 en France. Donc, c'est quand même quelqu'un de très bon niveau. C'est un monsieur brillant et humble. J'adore travailler avec lui. Et donc, notre dernier appel à projet, on l'a construit avec lui. La thématique, c'était avec lui. Une fois qu'on a rédigé l'appel à projet, une fois qu'on a construit le formulaire de saisie pour l'appel à projet, et donc ça, c'est Optimail qui prend la relève. Donc, on le définit dans Optimail, on le met en ligne sur notre site de la Fondation. C'est ouvert au public. Maintenant, comme tu l'as demandé, comment on fait pour le faire connaître? Oui. On s'appuie sur nos correspondants. Donc, on diffuse cette information avec la brochure qui explique l'appel à projet à nos correspondants qu'on a quand même formés en amont pour que eux, dans chaque région, ils diffusent l'information autour des acteurs locaux. Et donc, ça permet d'arroser un peu partout. Il y a une chose qui nous manque, en revanche, c'est nos territoires ultramarins. On a très peu de retours. Et donc, ce qu'on a fait très récemment, donc on a lancé un appel à projet dédié uniquement aux territoires ultramarins, parce qu'en fait, on avait très peu de projets qui venaient des territoires ultramarins. Et là, c'était une autre dimension. Idem, on s'est appuyé sur nos correspondants locaux qui ont diffusé l'information. Et là, c'était un appel à projet uniquement dédié à la jeunesse. Donc, on a vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, à la Martinique. Donc, il y a énormément de demandes. Et notre appel à projet a vraiment fonctionné. Et puis là, c'est extrêmement utile pour ces associations qui accompagnent la jeunesse. Et donc, voilà comment on fonctionne sur l'appel à projet. L'idée, c'est vraiment s'appuyer sur nos correspondants. On s'appuie aussi sur des newsletters à travers Care News, que tu dois connaître, Kenneth. Oui, tout à fait. On s'appuie aussi avec nos réseaux internes, nos fondations amies, nos partenaires aussi qui peuvent diffuser, puisqu'ils peuvent aussi repostuler. Donc, et puis les réseaux sociaux professionnels, via LinkedIn et Twitter. Ok. Et X, Ok. Ok, donc vous essayez vraiment de toucher le maximum d'associations possibles et leur dire que vous existez pour qu'ils puissent, s'ils correspondent à ce que vous recherchez et ce que eux recherchent, faire des choses ensemble. Ok, ça c'est intéressant, très intéressant. Au niveau de la sélection des projets, comment est-ce que vous fonctionnez? Tu en as déjà touché un petit peu un mot en amont, mais comment est-ce que vous fonctionnez au niveau de la sélection des projets? Est-ce que c'est par comité en fonction du sujet? Tu as parlé des experts. Est-ce que au niveau des correspondants, est-ce qu'ils sont impliqués? Comment vos projets sont choisis? Et donc, on travaille là par axe. Je vais prendre l'exemple de l'éducation, sur notre appel à projet éducation. Donc, avec notre inspecteur général, ce qu'on aime bien faire, c'est avoir des experts dans le domaine, d'autres experts. Donc, on a notre inspecteur général qui connaît bien entendu beaucoup de monde autour de l'éducation nationale. Donc, on essaie d'avoir à moitié des experts et à moitié des correspondants aussi, qui font partie d'un jury. Donc, typiquement, on va créer un jury composé de 5 experts autour de l'éducation nationale et puis 5 correspondants, donc des anciens, qui ont déjà accompagné des porteurs de projets, qui connaissent déjà les systèmes de l'éducation nationale. Donc, à force, on commence. Et donc, on constitue un jury. Après, comment fait-on? On a ce qu'on appelle des grilles de notation, avec des critères transverses, des critères autour des objectifs de développement durable, autour de l'essaimage, de l'innovation, donc vraiment des critères transverses, et après des critères vraiment spécifiques éducation qu'on va co-construire avec notre inspecteur général de l'éducation nationale. Donc, on a une grille de notation, on a notre jury et on demande à 2 membres de jury de noter un dossier, un même dossier. Il ne faut pas que ce soit juste une personne qui note, c'est 2 personnes qui notent. Et on ne veut pas qu'ils communiquent entre eux pour ne pas se laisser influencer. Chacun note de son côté un même dossier et en comité, on échange. En fait, c'est rare qu'il y ait vraiment un écart au niveau de la notation. On prend la moyenne des 2 notes et en même temps, durant le comité, on demande à chacun de lire la synthèse, parce que moi, de mon côté, j'anime ce jury. Je ne peux pas être membre du jury, mais je suis l'animateur du jury. Et je fais une synthèse, donc pareil, toujours pareil, à travers l'outil Optimail, je peux extraire juste une synthèse du projet, avec le résumé du projet, mes budgets,
demandé par le porteur de projet, le budget du projet. Donc, ça permet à chacun de ne pas lire tout le dossier, donc de lire rapidement la synthèse, de connaître vraiment la philosophie du projet et l'essentiel du projet. Ce qui fait qu'en séance, on participe aussi à un vote, un coup de cœur. Même si je n'ai pas noté tel ou tel dossier, je suis capable, à travers la synthèse, de dire « Ah oui, ça me plaît bien ce projet, j'ai vu le budget, donc je suis capable de dire si ça me plaît ou pas, et donc je peux voter pour un projet. » Donc, on a à la fois la notation et à la fois les votes, et on fait un mix des deux pour faire un classement des dossiers, et tout ça se fait en comité durant 2-3 heures. Ok. Et les comités, vous en tenez combien? C'est un appel à projet, c'est par an en général que vous menez? On fait un appel à projet par an. Donc ça, c'est pour notre axe travail, axe éducation et notre axe santé. Pour l'axe travail, notre formulaire, il est ouvert en ligne tout le temps. Il est ouvert en ligne tout le temps, et on a un comité tous les trimestres. Et que n'importe qui peut déposer un dossier, et à travers l'outil Optimize, donc on a un système de paramétrage selon un certain nombre de critères. Si on ne répond pas aux critères, et ben on ne passe pas la suite. Et donc, tout de suite, on a un message comme quoi vous n'êtes pas éligible à déposer un dossier. Et donc, tout ça, c'est expliqué sur notre site. Donc, eux, ils voient le formulaire, et ce formulaire est en ligne tout le temps. Ok. Et pour l'éducation et la santé, les appels à projets, ils sont ouverts combien de temps en fait? Les porteurs de projets, ils ont combien de temps pour répondre? Alors là, pareil, on a un timing. Là, typiquement, sur notre axe jeunesse, le projet était ouvert pendant 2 mois. Donc, ça laisse quand même beaucoup de temps aux porteurs de projet de déposer. Donc, c'est clairement écrit la date. Alors, ce qui arrive parfois, c'est que sur notre site, donc on a notre axe travail qui est ouvert tout le temps, et on rajoute un nouveau formulaire. Donc, on a 2 formulaires en ligne en même temps. Et c'est clairement écrit projet jeunesse et projet axe travail. Mais malheureusement, il y a les porteurs de projet qui se trompent des lignes. Et donc, ça arrive qu'ils se trompent de ligne et déposent un projet sur le mauvais. Mais tout de suite, ils se font rejeter puisqu'on a ces fameux critères d'élimination, je dirais. Et donc, ils ne passent pas. Et donc, ils nous appellent et en fait, on arrive quand même à régler les choses et les aiguiller sur le bon formulaire. Vers le bon formulaire. Ok. Tu l'as expliqué là maintenant, mais comment vous utilisez la technologie en fait Optimize dans ce cas-ci pour gérer l'activité? Tu as couvert une partie du processus, donc vous l'utilisez depuis le début du processus jusqu'à la fin du processus. C'est ça. Alors, je vais prendre l'exemple de notre appel à projet éducation. Ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'outil Optimize, on a des formulaires par axe. Donc, j'ai un formulaire pour mon axe éducation et j'ai un formulaire pour mon axe travail. Donc, j'ai 2 formulaires que je gère en même temps. Donc, ça, c'est très bien. Ça me permet vraiment de séparer au niveau des indicateurs où j'en suis. Donc, je suis capable aussi de sortir des tableaux de bord par axe et donc par formulaire. Combien de dossiers sont en cours de saisie? Combien de dossiers sont validés? Combien de dossiers sont refusés? Combien de dossiers ont été rejetés automatiquement à travers les premiers critères? Donc là, c'est vraiment Optimize qui gère. Et donc, je gère mes indicateurs séparément. Idem pour construire mon formulaire. Sur mon éducation, j'ai un espace vraiment séparé où je mets toutes mes questions transverses et mes questions spécifiques dans ce même formulaire. Quand je parle de questions transverses, j'ai les mêmes questions transverses dans mon formulaire travail. Et ce qui est bien, c'est que je peux dupliquer d'un formulaire à un autre des questions. Donc, ça me simplifie la vie lorsque je dois remettre un nouveau formulaire. C'était le cas lorsqu'on a lancé notre appel à projet jeunesse. J'ai rajouté un 3e formulaire. Donc là, j'ai dupliqué un formulaire existant et ensuite, j'ai modifié mon formulaire pour avoir mes critères spécifiques pour la jeunesse. Et donc, ce qui est bien dans Optimize, c'est qu'on peut gérer séparément mes différents formulaires. Et je peux même avoir demain 3 formulaires en ligne en même temps sur mon site de la Fondation. Pour l'utilisateur, c'est transparent. Lui, il voit le site Internet. Et donc là, c'est là où on travaille avec tes équipes, Kenneth, pour vraiment
mettre l'écran avec notre marque AG Désert La Mondiale. Donc, c'est vraiment notre marque qui apparaît, AG Désert Mondiale. On a adapté nos écrans avec notre formulaire. Donc, eux, ils voient juste un écran de saisie. Et derrière, ça alimente toutes les données, toute la base de données d'Optimae, où je peux faire mes extractions pour faire mes tableaux de bord. Ok, c'est très clair. Et qu'est-ce que, pas spécialement lié à Optimae, mais en général, par rapport aux porteurs de projet, comment tu penses que nous, Optimae, mais en général, on pourrait faciliter leur vie? Parce que les porteurs de projet doivent remplir souvent des formulaires ou par écrit ou est-ce que tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu as déjà entendu des initiatives auxquelles toi tu penses qui iraient, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter la vie des porteurs de projets qui doivent mettre un maximum de temps dans leurs actions? Alors, c'est une question qu'on s'est posée entre fondations. Oui, je peux Notre imaginer. problème, et je pense que les personnes qui sont connectées viennent de fondations. Notre problème à tous, c'est que nos formulaires sont parfois complexes. Ouais. Et c'est un petit peu normal, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on puisse sélectionner des projets. Et donc, pour sélectionner, il faut poser un certain nombre de questions. J'ai échangé avec beaucoup de nos partenaires. Pour eux, c'est compliqué de remplir toutes ces questions avec les réponses. Parfois, ça leur prend beaucoup de temps. Je pense que certains ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle générative pour remplir automatiquement des questions. Je pense que j'en ai eu à mon dernier appel à projet. Donc, il y a des formulaires qui sont très bien remplis et on voit la différence. Après, je les comprends. Ça permet de gagner du temps. Mais ce qui est important, et j'ai échangé quand même avec beaucoup de partenaires parce que ça faisait quand même une douzaine d'années que j'étais correspondant, que j'ai accompagné des partenaires, parce que le rôle du correspondant, c'était accompagner les porteurs de projets à remplir leur dossier de demande de soutien financier. Un correspondant, il connaît parfaitement bien les questions, donc il est capable de challenger le porteur de projet pour qu'il réponde correctement à chaque question. Qui répondent. Oui, pardon, vas-y. Sans donner les critères, parce qu'ils ne sont pas censés nos critères de notation. Oui, c'est ça que j'allais dire. Quand tu dis bien répondre, ça veut dire bien exprimer ce qu'ils font. Après, la grille d'évaluation définira, mais c'est pas les influencer et les aider à bien remplir. C'est juste qu'ils expriment bien ce qu'ils font et qu'ils ne connaissent pas. Donc moi, j'étais membre d'un comité de sélection de projet. Quand je vois un dossier qui est très incomplet, donc par exemple, j'ai demandé, est-ce que vous faites de l'essaimage? Oui, je fais de l'essaimage. Et c'est tout. Mais comment je peux savoir ce qu'il fait? Et donc, c'est là où le rôle de correspondant est important. Il va lui dire, mais ça veut dire quoi? Oui, je fais de l'essaimage. Vous avez fait un benchmark, vous êtes allé dans une ville, vous avez questionné les riverains. Et donc, en fait, on va poser toutes ces questions pour savoir comment il a pratiqué. Je vais citer un autre exemple. L'année dernière, quand je suis arrivé dans l'équipe de la Fondation, on a reçu un dossier via Optimae. Donc, nous, l'équipe de la Fondation, on va extraire notre questionnaire avec les réponses. Et donc, très vite, j'ai fait la notation et j'arrivais autour de 10 sur 20 en respectant la grille de notation. Et en fait, il se trouve qu'on n'avait pas trouvé de correspondant pour aller aider le porteur de projet à compléter le dossier. Parce que nous, comment ça se passe? Le porteur de projet, il remplit son formulaire, l'équipe de la Fondation récupère le dossier. Tout ça, c'est dans les 2 mois. On va chercher un correspondant, donc c'est à Bordeaux. Donc je regarde ma liste, je trouve le correspondant qui est à Bordeaux et je lui dis d'aller voir ce partenaire pour l'aider à compléter son dossier. Donc il va aller le voir. Et donc là, il se trouve que c'était en région parisienne, on n'avait personne pour aller dans le 91. Et donc je suis allé moi-même. J'ai fait ma notation, j'arrive à 10 sur 20, je vais rencontrer le porteur de projet. Et en fait, ce sont des personnes qui sont tellement le nez dans le guidon, tellement engagés avec leurs actions sur le terrain, ils n'ont pas le temps de remplir les dossiers. Donc, ils le font très vite et ils le déposent. Ils le déposent parce qu'ils ont besoin de financement. Et donc, ils se disent, je vais répondre. Et pourtant, là, c'est un ancien responsable de marketing chez Veolia. Donc, quelqu'un qui s'est
très bien écrire, qui a d'ailleurs très bien écrit son dossier, sauf que c'était incomplet. Et donc, quand je suis arrivé, il me présente son projet, qui était un super projet. Sauf que quand on lit le dossier, le jury, il voit un dossier papier. C'est pas possible. S'il ne met pas tous les éléments, toutes les réponses, il n'explique pas. Donc, c'est pas facile de noter. On a juste une grille de notation et donc il va avoir une mauvaise note. Donc, j'y vais, il me présente le projet, il me raconte le projet et donc, au fur et à mesure, je lui pose des questions et donc je lui dis, mais Marc, c'est ça qu'il faut écrire dans le dossier. Ah oui, mais je savais pas. Je savais pas. Je lui dis, et donc je lui ai expliqué. Plus vous écrivez, plus vous expliquez, dites-vous que c'est quelqu'un, c'est un jury qui ne va pas venir vous rencontrer, qui ne connaît pas le projet. Et donc, il a besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez dans l'outil beaucoup de place pour écrire. Allez-y. Vous pouvez aussi accrocher des photos. Oui. Vous pouvez mettre des éléments, donc on peut attacher des documents. Allez-y. N'hésitez pas à mettre des photos, à montrer pour que le jury comprenne bien comment vous avez construit ce projet. Vous avez des photos et là, ça va l'aider à noter son dossier. Vous avez fait l'essaimage, vous êtes allé sur une autre ville, donc c'était son cas, je prends son exemple. Oui. Il a fait un benchmark, il faut mettre les dossiers, mettez-le. Toute l'étude, vous avez des statistiques, mettez-le en pièce jointe. Et vous avez possibilité via le site, via votre formulaire, d'attacher des documents. Ouais. Et donc, il avait compris, il a mis tous ces éléments, on arrive en jury, donc moi, je ne fais pas partie du jury, donc je respecte bien ça, donc je ne peux pas être juge et partie. Ouais. Le dossier, il a eu 17 sur 20. 17 Ok. sur 20, et lui, ils sont à sa subvention. D'où l'importance, et donc ce rôle de correspondant est extrêmement important. Et nos salariés, ce sont des personnes engagées, passionnées, comme je l'étais moi-même, pendant une dizaine d'années. Et donc, ça aide. Donc, notre rôle, c'est vraiment là pour aider nos partenaires, nos porteurs de projets à bien remplir ce fameux dossier. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut les aider à y arriver? Je pense que oui. Je pense. Et donc, certains ont déjà commencé. Je pense aussi. Oui. Je pense aussi. Oui, puisque nous, c'est des réflexions qu'on a sur notre développement futur. On travaille notamment sur l'intelligence artificielle et l'application et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider les porteurs de projets à mieux exprimer leurs projets. Maintenant, c'est tout en restant honnête, en faisant pas la perfection. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que tu as besoin d'éléments à l'appui, comme tu dis aussi, des documents, des exemples qui démontrent que c'est pas juste l'espèce de vitrine parfaite que tu peux sortir en exploitant l'intelligence artificielle. Après, c'est vrai que l'intelligence artificielle va nous donner pas mal de réponses. Donc, je te cache pas que moi, quand j'ai fait ma grille de notation, j'ai utilisé ChatGPT. Oui. Et donc, je lui ai donné ce que je souhaitais avoir. Il m'a proposé une grille. Et ensuite, j'ai travaillé sur cette grille pour l'adapter. Ouais. Donc, ça m'a aidé. Ça m'a aidé quand même d'avancer plus rapidement, je dirais. Donc, c'est une aide inouïe. Et pourtant, je n'avais pas la version payante, j'avais la version gratuite. Oui, tout à fait. Tout à fait. On en parlait fin de semaine passée. J'avais une discussion avec une fondation, une grosse fondation au Canada sur justement l'utilité de l'utilisation de l'intelligence artificielle, et je me disais, nous, notre génération, on va encore vérifier ce que l'intelligence artificielle sort et on va la retravailler. Mes enfants, ils se posent pas du tout la question. Ils prennent, ils remettent et ils les remettent à l'école. Eux, ils se posent pas la question de la source. Nous, on travaille encore la source. C'est marrant parce que je pense qu'il y a un changement de génération à ce niveau-là, mais tout ça pour dire, je pense que l'intelligence artificielle peut aider, mais il faut peut leur faire gagner énormément de temps. Mais je pense que c'est important qu'après, ils le retravaillent et que ce soit représentatif de eux, de leur âme, de ce qu'ils veulent atteindre et réaliser avec leur projet. Après, il faut des anecdotes, il faut du verbatim. Et là, c'est extrêmement riche. À travers certains dossiers qu'on lit, on voit que là, il y a de l'humain dedans, parce que c'est ce qui est important. Il faut qu'on retrouve l'humain. Et là, on a besoin de nous pour le faire. C'est ce que je dis systématiquement à nos partenaires. Donc, il faut que lorsque je suis dans le jury, il faut que ça me touche, il faut que ça m'émeut. Et donc, il faut que j'arrive à comprendre tout de suite le projet. Si j'ai des photos, donc ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va me dire de prendre telle ou telle photo pour mon dossier. Non. Moi, porteur de projet, il faut que j'arrive à montrer ce que j'ai envie de transmettre à ce jury. Et c'est ça qui fait la différence.
Ouais, il faut Donc utiliser après, l'intelligence artificielle comme un outil et pas comme une finalité, quoi, tout en à soi. fait. Et donc ta question, c'était comment on peut simplifier. Oui, Euh, c'est vraiment une question énorme. Et donc on s'est posé ces questions avec d'autres fondations. Il faut qu'on arrive à trouver autre chose, comment travailler autrement. Mais on n'a pas pris ce temps de réflexion. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour réfléchir à oui, simplifier comment répondre à un appel à projet. Euh, Forcément, il y aura un formulaire. Forcément, il faut qu'on passe par là. À notre dernier appel à projet sur l'éducation, on a eu 110 dossiers. 110 dossiers. Et moi, je suis obligé de tout lire et de faire une première sélection. Et donc, j'ai fait une première sélection, donc certains étaient hors sujet, et donc très vite, j'ai dû faire cette sélection-là au fur et à mesure que les dossiers arrivent. Après, on a fait un comité de présélection composé oui, uniquement de correspondants, parce que je suis oui, arrivé à 70 dossiers. Dans les 70 dossiers, finalement, on en a retenu 30 pour arriver au niveau du jury composé oui, d'experts. Et donc, on a fait petit à petit cette élimination. On est obligé de faire ça. oui, Forcément, il faut faire une sélection. Le seul moyen de faire des sélections, c'est avoir des questions ouvertes, hein, et puis une grille de notation. On est obligé oui, de passer par là. oui, Et donc, comme partout, c'est une compétition et c'est les meilleurs qui gagnent. oui. Ou en tout cas, celui qui correspond le mieux à ce que vous recherchez. Bien sûr, bien sûr. Oui. Oui, c'est toujours le conseil que je donne quand des gens commencent à implémenter Optimize. C'est le gros du travail de la fondation, c'est de réfléchir en ligne avec ces programmes. Ce qu'elle veut faire, c'est réfléchir à l'information dont elle a besoin pour prendre des décisions et de collecter cette information au travers du temps. Est-ce que Exactement. vous, au niveau de la fondation, vous récoltez aussi des données pendant et à la fin du projet pour avoir des rapports, pour faire de l'analyse d'impact ou pas encore pour le moment? Bien sûr, bien sûr. Une fois qu'on a sélectionné nos lauréats dans notre comité, donc là vient la partie administrative. Donc on signe Oui, une convention de partenariat. Après, on vérifie aussi l'éligibilité au niveau du mécénat, puisqu'on a besoin d'un reçu fiscal oui, à la fin du projet, puisque c'est de l'argent défiscalisé, ce sont des budgets défiscalisés. Et on fait ce qu'on appelle un bilan au bout de 6 mois. Un bilan, c'est quoi? Donc on vérifie par rapport au dossier qu'ils ont déposé. Il y avait un certain nombre d'objectifs, des indicateurs quantitatifs, des indicateurs qualitatifs, des résultats attendus. Quel est l'impact du projet au niveau des bénéficiaires? Typiquement, si je prends l'éducation, combien d'enfants je vais avoir transformés à la fin? Parce oui, que nous, ce qu'on veut, c'est favoriser la réussite scolaire. Typiquement, notre dernier appel à projet, la thématique, c'était favoriser la réussite scolaire en associant les parents, qui est oui, extrêmement important pour un enfant, pour le développement de l'enfant. Et donc, c'est ça qu'on voulait vérifier aussi à la fin, combien de parents on a associés au projet, comment les parents ont été transformés, entre guillemets, durant l'accompagnement du projet, puisqu'il y a eu des actions qui ont été menées pour réunir, mobiliser, faire participer les parents. Et donc, tous ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs, on les a écrits. D'ailleurs, dans la convention de partenariat, c'est ce qu'on retrouve. Et donc, ce bilan, on a des trames types qu'on a établis. On vérifie où est-ce que nous en sommes au bout de 6 mois. Au bout ok, de 6 mois, est-ce qu'on est en retard? Est-ce que tout se passe bien? Qu'est-ce qu'on a dépensé comme argent? Qu'est-ce qu'on a oui, mis en place comme action? Quelles sont les prochaines étapes? Et donc, ça permet de voir aussi l'avancement du projet. Alors, qui oui, fait ça? C'est notre correspondant. C'est notre correspondant qui va aller sur le terrain et qui va faire ce job ok, d'accompagnement du porteur de projet, faire le bilan avec lui. Et donc, c'est ok, vraiment le lien, notre interlocuteur privilégié avec le partenaire, parce que on a tellement de projets, nous, équipe Fondation, on n'a pas le temps de vérifier le suivi. Et donc, il y a vraiment un suivi. Et comme on dit systématiquement à nos partenaires, c'est un partenariat. Ce n'est oui, pas un rôle de financeur et de financer. On oui, veut oui, créer un lien de confiance. oui, Oui, il peut y avoir du retard dans le projet. Il suffit simplement de nous le dire et puis on décale. Le bilan de 6 mois, eh ben, on le décale de 2 mois, de 3 mois. Ce n'est pas oui, grave. oui, C'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'impact sur les bénéficiaires. C'est ça qu'on veut. C'est notre raison d'être, c'est promouvoir l'autonomie. Je vous l'ai dit au début. Donc là, c'est promouvoir l'autonomie des enfants. On veut que ces enfants
prennent confiance en Oui. eux, Oui. deviennent autonomes, soient aidés, accompagnés par les parents, certes, mais ces enfants, s'ils deviennent autonomes, s'ils prennent confiance en eux, ils sont capables d'aller très loin. Et donc, c'est ça qu'on essaie de vérifier, c'est l'impact. L'impact au niveau de ce projet. Quel est l'impact? On veut aussi des photos, on veut des verbatim, on veut des histoires pour les raconter. Parce que c'est ça aussi qu'on veut faire savoir autour de nous, autour de nos acteurs. Regardez ce qu'ils ont Oui. fait de Oui. l'association. Regardez Oui. ces enfants, comment ils étaient transformés. Typiquement, j'ai une association à Bondy dans le 93, dans des quartiers prioritaires. Ils ont créé un orchestre pour enfants de 7 à 13 ans. Ces enfants qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas la possibilité d'aller dans un conservatoire. Donc là, ils sont accompagnés gratuitement. Ils travaillent comme un conservatoire au niveau de cet orchestre. Ils forment un orchestre. On les responsabilise avec des instruments. On les transforme. Donc c'est ça qu'on veut savoir. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est l'impact. C'est l'impact. Et donc oui, on pense systématiquement à mesure d'impact. Et c'est ça aussi qu'on aimerait aussi à terme, Kenneth. Aujourd'hui, on n'utilise pas Optimail là-dessus, mais avoir des données de mesure d'impact. Aujourd'hui, on le Oui. fait manuellement. On a des enquêtes. On demande Oui. aussi à nos associations partenaires de faire ce type d'enquête auprès des parents, auprès des enfants, pour récolter de la donnée, parce qu'on a besoin de données, des données robustes, pour aussi essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer à terme au niveau Ah, de c'est notre super. C'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant parce que c'est une question que j'allais poser. Donc, vous allez chercher les données plus loin que l'association que vous soutenez. Vous allez plus encore en amont. Vous essayez de la récolter auprès du bénéficiaire parce que je pense que ça, c'est capital. Je Exact. pense que c'est pas une question qu'on peut pas faire confiance à l'association, mais je pense qu'il est important d'aller chercher, en tout cas pour des mesures de données, euh, l'information, la donnée à la source chez le bénéficiaire, encore Complètement. après l'association. Donc ça, c'est assez génial que vous arriviez à le faire au travers de vos correspondants et de récolter ces informations-là. Ça, c'est super. Après, j'ai encore plein de questions, mais je fais attention au temps aussi. Lucie, tu me coupes si à un moment donné, il faut que je m'arrête. Mais je suppose que ce que vous faites là, ça vous permet aussi de récolter de l'information et des données pour, comme tu l'as dit, c'est un partenariat. C'est aussi la possibilité de les aider, de dire, mais tiens, il y a telle chose que vous faites de cette manière-là. Nous, on voit ailleurs que ça fonctionne comme ça. Peut-être que vous pourriez vous en inspirer et faire, et Exactement. vraiment aider l'association à Exactement. être, à réussir. Et c'est pour ça que ces données sont importantes parce qu'elles permettent de mesurer, de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, et ensuite pouvoir les accompagner au mieux dans leur succès au travers Complètement. du temps. Il y a une chose importante que je ne vous ai pas dit, lorsqu'on fait ces bilans de 6 mois, donc il le prépare avec notre correspondant, il y a une phase de restitution avec notre expert, notre inspecteur général de l'éducation nationale et moi-même, moi qui ai vu beaucoup d'associations et puis un autre inspecteur général qui connaît bien la partie éducation. Et notre rôle, justement, comme tu viens de le dire, Kenneth, c'est essayer d'aider le porteur de projet à aller encore plus loin. Oui, Et là, c'est extrêmement pertinent les échanges que nous avons avec eux. Et à chaque fois, le porteur de projet, il rentre, il sort grandi oui, avec beaucoup de solutions auxquelles il n'a pas pensé. oui. Et donc, ça sert, ces fameux bilans, avec notre expert, notre inspecteur général, et on fait de même sur la santé. Et donc là, c'est un professeur de médecine qui est avec notre expert. Et donc, on est capable d'aider le porteur de projet à aller encore plus loin. C'est génial. J'ai encore une question, Lucie, si tu permets, et puis après, tu me dis si je dois arrêter. Oui, alors moi, je permets, il n'y a pas de souci. Je suis juste un peu consciente du temps pour les participants parce qu'on avait prévu 45 minutes, pardon. Pardon. Enfin, a priori, pour nous, ça pose pas de, enfin, pour moi, ça pose pas de problème. Si pour vous non plus, on continue et on peut prolonger de 10-15 minutes. Mais peut-être pour les participants qui sont là, s'ils veulent, s'ils ont des Non, mais questions. on va respecter le temps et couvrir leurs questions. Et s'il y en a pas beaucoup, alors je viendrai sur ma question que j'avais encore sur la suite de ce Ok. qu'on s'est dit. On t'écoute, Lucie. Alors, du coup, je vais demander aux participants si vous avez des questions. Je vous invite à les publier dans le chat. Et sinon, alors, du coup, je propose à Kenneth de continuer avec ses questions.
Est-ce que je pars déjà sur une question, Lucie, alors, Oui, en oui, bah attendant? oui. Pour donner Ouais. suite à ce que tu disais tout à l'heure et qui est lié, est-ce que parfois, quand vous voyez des besoins qu'ont les associations en termes d'accompagnement, vous dites parfois, mais tiens, tu parlais de mécénat de compétences, enfin, tu faisais la distinction entre mécénat de compétences et bénévolat juste avant, de dire dans certains cas, mais tiens, cette association-là aurait besoin de telle expertise que le correspondant ne peut peut-être pas donner. Est-ce que vous faites appel aux collaborateurs en disant, tiens, cette association-là, dans cette région-là, qui est active dans cette activité-là, aurait besoin de… Ça peut être lié au cœur de métier, ça peut être de la comptabilité, ça peut être n'importe quoi, d'un métier qui est fait au sein d'AGDR et de dire, est-ce que ça vous intéresse d'y aller? Est-ce que vous faites ça ou bien ça, c'est pas quelque chose que vous faites aujourd'hui? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, on nous sollicite beaucoup au niveau du mécénat de compétences. Il faut savoir qu'à GDR Mondial, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place le mécénat de compétences. On a juste les correspondants de la fondation. Ils ont droit à 2 jours et demi par an, donnés par la DRH, consacrés à la fondation. Ces 2 jours et demi, en fait, c'est des formations, c'est un séminaire. On réunit tout le monde à Paris, c'était le cas hier. On a réuni tous nos correspondants. Et le reste, c'est du bénévolat. Oui, on nous sollicite sur du juridique, sur l'informatique, sur la comptabilité. Donc, pour l'instant, on n'a rien mis en place. On est en train de travailler avec la DRH, justement, sur le mécénat de compétences. On aimerait bien mettre ça en place en 2026, je pense. Donc, c'est en cours de travail. C'est vraiment en cours. Ok, génial. Je pense que c'est vraiment… je pense que c'est super parce que… Il y a des vrais besoins des associations. Je prends toujours l'exemple qui est assez basique du cas d'Optimize, qui est que nous, on a, je ne sais pas si tu le sais, mais nous, on a un fonds d'investissement canadien qui a investi chez Optimize. Mais le plus intéressant, c'est pas l'argent qu'ils nous ont donné. Le plus intéressant, c'est l'accompagnement qu'ils font avec nous, leur expertise dans notre industrie du SaaS, etc. Ça amène une valeur. Et quand tu combines les deux, évidemment, là, tu as un effet levier que je trouve assez incroyable. Donc, c'est vraiment c'est une tendance que je suis de près et que je trouve très intéressante. Cette capacité qu'a l'entreprise, qui est une force de connaissances qu'elle peut partager et aider les associations à faire encore mieux leur travail. Je trouve que c'est vraiment super. Lucie, oui. Je pense qu'on ne t'entend pas, Lucie, mais je pense que tu as levé la main. Je ne me trompe pas. Ah non, pardon, c'était tout à l'heure. C'était de tout à l'heure. Moi, j'ai encore 2 questions, si j'ai le temps de les poser. Oui. Ok, j'avais 2 questions encore pour toi. Anil, c'est quand tu regardes vers l'avenir et les défis que vous avez, comment est-ce que tu penses que nous, Optimize, on peut vous aider à faire face à ces défis, à ces changements, à ces nouveaux challenges auxquels vous voudriez faire face, enfin, vous faites face? Alors, je te parlais de l'impact, la mesure d'impact. Tout le monde en fait. On a besoin de données robustes pour justement commencer à réfléchir sur d'autres thématiques, sur vraiment les besoins. Oui, on est sur le terrain grâce à nos correspondants, donc on est capable de voir un certain nombre de choses, mais on a besoin aussi de données pour les analyser différemment. Aujourd'hui, j'avoue qu'on n'exploite pas toutes ces données dont nous disposons dans l'outil Optimize. On ne prend pas ce temps-là de le faire. On est toujours, pareil, le nez sur le guidon. Donc, je pense que là, il y a une réflexion à mener. Donc, je sais que vous m'avez déjà proposé un certain nombre de choses, mais il faut qu'on prenne ce temps-là, qu'on prenne ce temps-là sur comment on peut récolter toutes ces données pour les exploiter, puisqu'on a quand même beaucoup de données dans Optimize. Et aujourd'hui, c'est dommage, on ne les exploite pas. Ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter avec plaisir. Et aussi, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut peut-être vous aider à analyser ces données. Nous, on travaille avec un gros mécène en Belgique, une entreprise qui est le plus gros mécène, et on travaille avec eux et un consultant externe. Parce qu'on n'a pas encore toutes ces spécialités, toute cette expertise de manière humble en termes d'intelligence artificielle. Donc, pour voir comment est-ce qu'on peut les aider à utiliser à exploiter ces données, en fait, ces nombreuses données qui sont en fonction de ce qu'ils veulent atteindre. Après, ça part évidemment sur quel est l'objectif, quelles sont les questions que je pose,
qu'est-ce que je veux savoir, etc. Mais bon, ça c'est Après, si vraiment on se lance dans l'intelligence artificielle, ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle puisse me sortir le dossier, regarder ma grille de notation, déjà commencer à me proposer une notation de base. Ça me permettra donc par rapport à tous mes critères, puisque on a un certain nombre de critères, est-ce que je les retrouve dans les réponses de mon porteur de projet? Donc, il peut les retrouver très vite. Moi, demain, si j'ai 200 dossiers, l'équipe fondation, ça m'aiderait énormément. Tout de suite, il va me dire, il y a 50 dossiers qui sont hors sujet. Alors que moi, il faut que je lise les 50 dossiers. Donc demain, si l'intelligence artificielle fait ce job pour moi, ça serait extraordinaire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on reçoit entre 1500 à 2000 demandes à travers des mails, à travers l'outil Optimize aussi. On a des demandes de dossiers qui sont hors sujet, qui n'ont rien à voir avec nos axes. Donc les gens essayent par tous les côtés. Et on retient qu'entre 60 et 80 projets par an que nous accompagnons. Donc ça veut dire quand même beaucoup de travail en amont. Si demain j'ai un outil d'intelligence artificielle qui fait ces jobs-là, pour moi, ça nous permettrait de gagner beaucoup de temps et aussi de répondre à ces personnes, parce que parfois, il y a des personnes, on n'a pas le temps de répondre. Je suis désolé, mais votre projet ne correspond pas à nos axes, on ne peut pas vous retenir. Si demain, j'ai un outil qui me dit, il y a 100 dossiers, c'est ça, et avec un message, une messagerie automatique, ça serait génial. Oui, mais je prenais des notes en même temps de ces différentes idées pour les partager avec notre chef produit. Lucie, on est au-delà du temps? On ne t'entend pas, Lucie. Pardon, oui. Oui, on est un peu au-delà du temps, mais tout le monde est toujours connecté, donc je suppose que ça ne pose pas de problème. Voilà, on peut conclure tout doucement. Je ne sais pas si Anil a des questions ou si tu as encore des questions. Moi, j'ai encore plein de questions, mais ça pourrait durer encore 2 heures. Donc, je pense que je vais me garder les questions pour notre prochain échange avec Anil, que j'espère être bientôt. D'ailleurs, moi, je serai à Paris en janvier. Je reviendrai vers toi pour voir si toi, tu es là en même temps. Ça serait peut-être l'occasion de se voir. Avec plaisir. Moi, en tout cas, je veux te remercier. Je veux te remercier pour une chose, Anil, c'est que je trouve que tu expliques extrêmement simplement les choses. Parce que j'aime jamais, moi, je dis pas que je suis un gourou, ça fait longtemps que je suis dans notre activité du mécénat d'entreprise, mais voilà, je ne me considère pas comme un gourou et je trouve que tu expliques extrêmement simplement les choses qui est toujours agréable pour écouter et comprendre, en fait. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de répondre à toutes nos questions et bravo aussi pour tout ce que vous faites au niveau de la fondation, de tous vos résultats. Je pense que c'est vraiment un beau mandat qui se clôture là maintenant et la préparation du prochain mandat avec des nouveaux objectifs. Et voilà. Et merci pour ton temps aujourd'hui. Et je sais que tu avais, comme tu dis, tu avais beaucoup d'événements ces derniers jours, avec la clôture de l'année aussi. Donc, un tout grand merci d'avoir pris le temps d'être là. Un grand merci à tes équipes. Je pense à Jean-Philippe, entre autres, Lucie, Sébastien. Un grand merci à tes équipes qui nous accompagnent aussi dès qu'on a besoin. Et bravo aussi pour votre réactivité. Jean-Philippe a été très réactif suite à toutes mes questions que je posais aussi. Donc, on est vraiment bien accompagnés. Donc, merci aussi. Merci. Je leur dirai. Merci beaucoup, Annie. Ils sont dans la liste des participants, donc ils ont entendu tes remerciements. Très bien. C'était vraiment super, Anil. C'était un super moment et je te souhaite une bonne fin d'année et j'espère qu'on se revoit très vite en 2025. Merci beaucoup. Merci Lucie pour toute l'organisation. Merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.